Alors, on a un deuxième petit cas. C'est Carl qui a 18 ans, il a consulté pour son acné. Il vous montre son dos pour que vous observiez la modération de son acné. Vous découvrez une large plaque brune avec des poils qui mesurent 8 par 10 cm. Il vous déclare avoir cette lésion depuis sa naissance et que son docteur lui a dit que c'était sans importance. Il doit vous quitter rapidement quand il prend des sessions au salon de bronzage en vue d'aller dans le sud. Que lui dites-vous? Madame, qu'est-ce que vous lui diriez? Oui? Je déconseillerais d'aller dans le sud, de prendre du bronzage à l'horizon. Ça, c'est clair. Allez-vous regarder son affaire? Mais c'est gros, mais si la naissance, ça me stresserait. Ah, oui, une petite valeur, c'est le dessous du bras, là. On voyez-vous bien, on ne voit pas bien, hein? C'est le dessous du bras, c'est tout ça ici. OK? C'est noir, cette valeur, on ne la voit pas bien, hein? La voyez-vous bien ou pas, même? Non, c'est pas clair, hein? J'en ai un autre ici, là, c'est une valeur qu'on voit pas bien, mais ça, c'est une autre lésion, mais c'est des poils. OK? Celle-là avait 15 cm comme ça, et puis elle avait 8 cm comme ça. Alors, le névus congénital, dans la région, je suis étonné, moi, de voir que les gens voient ça. Tu as ça toute ton enfance, c'est une tâche de naissance, c'est pas grave, inquiète-toi pas avec ça. Alors, oui, il y a un truc très simple que je vais vous donner. Le névus congénital, là, il s'évalue le risque selon la dimension. Si au moins de 3 cm, c'est pas grave. S'il y a de 3 à 15 cm, c'est un risque modéré, il faut le référer. S'il y a plus que 15, voyez-vous, il est très à risque. Il faut référer tout le monde que 3 à 15 cm. Oui. S'il n'a jamais bougé, le même. Oui. Moi, je fais de la photodermoscopie. On photographie les lésions, on met des photos au dossier. On remesure les lésions. Puis, des fois, je vais les mettre sur l'ordinateur pour vérifier les densités de couleurs, pour voir si les densités changent. 15 cm, je peux vous dire, c'est une job. Hein? Souvent, c'est énorme. Non, je ne comprends pas, mais tu sais, les 3 4. Non, les 3 4, on ne les enlève pas parce que le risque est trop faible. Okay? Mais rendu à 15-20 cm, là, c'est quelque chose. Puis enlever ça, ça se fait à peu près pas. Il faut faire des biopsies ciblées à l'intérieur de la lésion. Mais c'est pas vrai de dire que c'est pas dangereux. Le conseil que je vous dis ce soir, quand on voit un névus congénital, il y a des gros poils dedans, c'est surélevé, ils ont ça depuis leur naissance, il y a des choses à surveiller. Il y a des choses à surveiller. Hein? Il y a des choses à surveiller. Okay. Très bonne question. Est-ce que la lésion change au cours de la vie? Oui. À l'adolescence, la croissance s'accélère. Souvent, les névus congénitaux vont augmenter à la période de l'adolescence. Okay? Là, on les surveille un petit peu plus étroitement pour voir s'il y a pas de changement cellulaire ou morphologique à la lésion. Puis, à la fin 18, 19, 20 ans, il va se stabiliser. OK? Et en général, s'il y a peu ou pas d'exposition au soleil, c'est des lésions qui peuvent être stables pendant des années. Okay? C'est des lésions qui peuvent être très sensibles au soleil, puis si ça se transforme, c'est un mélanome. Donc, danger. Alors, un suivi est à faire par dermoscopie ou photodermoscopie quand ça dépasse 3 cm. Les salons de bronzage ne sont pas contre-indiqués, c'est bien déjà évident. Hein? 75% des mélanomes chez les gens de moins de 30 ans, c'est des salons de bronzage. Il faut le rentrer là. Hein? C'est très important. Bon, M. Lapierre, 67 ans, une plaque brune sur la tête depuis des années qui ne l'incommode pas, mais sa femme n'aime pas ça, puis elle veut votre avis. Qu'est-ce que vous lui suggérez? C'est pas grave, retournez chez vous. Les plaques brunes comme ça, tu vas en voir à la tonne. Hein? Donc, les lentigines, en général, les plaques brunes, la majorité ne sont pas dangereuses. Elles deviennent inquiétantes dans les zones très exposées au soleil, sur le dessus de la tête. Et ce patient-là, c'est un patient qu'un pharmacien m'a référé. OK? Et là, la lésion était plus grosse que ça. C'est pas le patient, c'est pas lui-même, là, mais il y a un patient qui m'a été référé par un pharmacien pour une plaque qui écoute, à peu près 8 cm de tour. OK? Un lentigo solaire, s'il se transforme, ça va devenir un lentigo malin ou une mélanose de Dubreuil ou un mélanome viteux. Donc,
il y a des risques, même si c'est rare, ça existe. Donc, les critères qu'on doit surveiller, quand un antigo, d'abord, les couleurs commencent à changer. Hein? Il n'y a pas rien qu'une couleur brun pâle uniforme. Hein? Ça, c'est un antigo ici qui est bénin. Hein? Couleur brun pâle uniforme. Ici, il commence à changer. Il y a une rougeur qui montre que la lésion est active. On a une coloration plus foncée. Puis au centre, j'ai une jaune blanchâtre quasi cicatricielle. Ce n'est pas une lésion stable. Donc, c'est un antigo qui est en transformation. Il faut faire bien attention. Les lentigos, ça peut devenir malin. Il faut faire bien attention. J'en ai trouvé peut-être 8 cette année. C'est pas si rare que ça. Donc, s'il y a des lentigos, surtout dans les endroits visibles, c'est surtout dessus de la tête qu'on a les lésions les plus inquiétantes et en temporal. Oui, monsieur? Là, c'est les fudex à ce moment-là. Pardon? Là, c'est les fudex à ce moment-là. Non. Le lentigo solaire, c'est dans la lignée. Très bonne question. On me demande est-ce que les fudex seraient une option thérapeutique? Très bonne question. Les fudex, on utilise ça dans des lésions qui sont soit précancéreuses comme la kératose actinique, soit en vasocellulaire de type superficiel. Ça ne se prescrit pas dans les vasocellulaires nodulaires, sclérodermiformes ou infiltrants. Donc, l'utilisation des fudex est très limitée. Dans les mélanomes, c'est contre-indiqué. Une lésion qui est mélanique et qui peut devenir un mélanome, les fudex, c'est contre-indiqué. On retarde l'accès à une chirurgie élargie dans le traitement. Okay, les fudex, c'est tout à fait contre-indiqué. Okay, c'est Picato et fudex, c'est pas du tout le bon axe de traitement. Dans les lésions, les cancers qui ne sont pas mélanomes, oui, les fudex a sa place. Dans les cancers, dans les lésions précancéreuses, les cancéreuses de type mélanome, les fudex, Picato, tout ça, ça n'a pas de place. Danger. Très bonne question. Alors ici, voyez-vous, regardez, c'en est un, l'antigo. On voit que c'est un antigo qui commence, il y a une lésion ici satellite, la lésion centrale commence à changer, le pourtour était brun uniforme, il y a une petite zone d'atrophie qui commence à être créée ici, mais la couleur commence à changer au centre. On note des éphélites, c'est-à-dire plein de petits points, des taches de rousseur qu'on appelle, au pourtour. Alors, c'est des lésions qui sont en mutation. Donc, c'est extrêmement fréquent. C'est des témoins surtout de la dose de soleil reçu. Si la couleur change avec des variétés de pigments, alerte. Si c'est irrégulier, aussi un signe important. Madame Labeauté vous consulte car elle trouve que la crème d'hydrocortisone à 1% que vous lui avez donnée n'est pas efficace pour corriger sa petite plaque rouge sur la tempe. Elle l'applique depuis 3 mois et bien qu'elle soit un peu soulagée, la plaque reste en place. Que diriez-vous, madame? Oui, vous, madame. On met une crème plus forte? Non. Non? Non, ben, OK. 3 mois, ça fait trop longtemps. C'est clair. OK. C'est quoi le temps pour vous? Pour l'hydrocortisone? Oui. Ben, une semaine après une semaine, normalement, là, ça devrait avoir un... Bon. Nous autres, on peut tolérer jusqu'à 1 mois. Mais c'est clair qu'une hydrocortisone, quelle qu'elle soit après 1 mois, si ça n'a pas changé l'aspect de la lésion, c'est probablement une kératose actinique jusqu'à preuve du contraire. OK? Souvent, les gens vont les prendre en vente libre, ces mardis de crème-là. Là, ils mettent ça sur leur kératose actinique. Et puis, ils sont un peu soulagés parce que c'est un anti-inflammatoire. Et le processus pathologique, lui, se poursuit. Alors, la prévalence de la kératose actinique, au Canada, c'est 1 personne pour 15 pour les gens de 40 ans et plus, de 40 à 80, de 1 pour 6 pour les personnes de 60 ans et plus. En Australie, la prévalence est de 7 sur 10. 70% de la population pour les 30 à 69 ans. À 50 ans, il y a 49% des gens qui ont un cancer de la peau, déjà eu. Qui ont déjà eu un cancer de la peau. À 65 ans, c'est 70%. C'est paniquant. Ce qui se passe en Australie actuellement, là, c'est incroyable. Donc, il y a une règle du 10-10-10. Si vous avez 10 lésions de kératose actinique, votre risque est de 10% par année, c'est 1% par chaque lésion. Donc, sur 10 ans, vous avez un cancer. Okay? Les gens qui font de la kératose actinique, d'habitude, ils en font moyen qu'une, ils s'amusent puis en font. Et la lampe Lumio va vous permettre d'en voir pas mal plus que... Si vous en voyez une, il y en a 10 en dormance. Alors, le type de cancer associé à la kératose actinique, c'est le carcinome épidermoïde. Carcinome épidermoïde, donc, ici,
On a une zone érythémateuse, on a un ulcère qui a saigné, puis il y a de la kératine au centre. Il y a une dépression dans la peau, OK, avec une induration. On voit, c'est plus blanchâtre ici. OK, il y a une induration dans la peau. Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est un carcinome épidermoïde. Le carcinome épidermoïde, ça n'est pas de métastase souvent, mais quand il y en a, je peux vous dire, c'est dramatique. Et comme ça atteint la majorité du temps la tête et le cou, c'est les ganglions cervicaux qui sont atteints, et puis à peu près rien à faire après, ça répond très très mal au traitement. Alors, une lésion rougeâtre ou maculaire populaire finement rugueuse, squameuse, parfois associée à un inconfort local qui n'est pas modifié par un traitement local après un délai d'1 mois, c'est une kératose actinique jusqu'à preuve du contraire. Alors, kératose actinique, ici, on voit un peu de squame blanchâtre dans la surface. Ici, on voit des petits points d'inflammation. La zone de rougeur périphérique, OK, c'est vraiment typique d'une kératose actinique. Le délai de transformation, donc 1% par année, 26,4 mois. Alors, si la crème ne fonctionne pas, inspection à la loupe, donc c'est simple. Et référé, il ne faut pas hésiter. Les effets du traitement. Alors, ici, on a une zone, c'est un champ de cancérisation. On a des lésions de kératose actinique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans une zone. J'ai entouré la zone, le champ de cancérisation, avec des lésions de différents stades. Une lésion débutante, une lésion hyperkératotique avancée. Donc, on a des lésions de plusieurs stades. Donc, ça, c'est un champ de cancérisation. Ici aussi, voyez-vous, on a là, plein de lésions. C'est un champ de cancérisation. Des traitements, voyez-vous, ça, c'est un picato jour 4. Bon. Hein, ça brasse. Hein, on voit toutes les lésions. Vous allez me dire, sur la monographie, on nous dit de mettre ça sur 25 cm². C'est vrai qu'il dit ça dans la monographie, sauf qu'il n'y a personne qui utilise ça là. Aller jusqu'à 100 cm², on a une bonne réponse. Puis la tendance actuelle, quand on traite des lésions comme ça, cuir chevelu, la prescription que vous allez voir, c'est 0,05 pour 2 jours et non pas 0,015 pour 3 jours. OK? Ça va être le standard à partir de maintenant, suite aux dernières recommandations canadiennes. Donc, ça peut être impressionnant hein, de voir le tableau, là. C'est quelque chose. Les FUDEX, c'est un peu la même chose, mais les FUDEX, c'est 2 fois par jour pendant 1 mois. C'est quelque chose. Les FUDEX, c'est moins recommandé dans les dernières, dans cette publication-ci. Je vais y revenir. Alors donc, on prescrit selon les phototypes. OK? Donc, ici, Hélène, elle a fait le tableau. Je vous reviens, madame. Alors, un phototype, donc, c'est de 0 à 6. Vous avez de 1 à 7, là, mais c'est 0 à 6. Donc, la quantité de crème par surface qu'on doit mettre, les types de cheveux, la couleur de la peau, les taches de rousseur qui sont présentes, les coups de soleil, le bronzage. Et là, vous avez le temps d'autoprotection spontanée. Et ici, vous avez l'autre tableau qui nous dit le facteur de protection. OK? Une catégorie moins de 9 d'FPS, c'est pas protecteur du tout. On n'utilise pas ça. 6 à 14, c'est faible. Peau mat, mais indice UV, 1 à 2, on ne voit jamais ça. On voit à peu près. Hein? Alors, donc, surveiller, donc, protection plus 50, mais pour un indice UV de 9. Il y a 3 semaines, il pleuvait à voir debout, et puis j'en avais l'indice UV, il était de 9. Okay? Donc, c'est pas parce que c'est nuageux qu'il pleut. Hein? On sait que les nuages bloquent une partie des rayonnements, ils ne bloquent pas tout. Donc, si l'UV est à 9 alors qu'il pleut à un moment, ça veut dire que vos UVB sont élevés et les UVA sont élevés aussi beaucoup. Donc, il faut garder ces informations-là à l'esprit. Je m'excuse, madame. Oui. OK. Parfait. Alors, on me demande, est-ce qu'après un traitement des FUDEX ou Picato, est-ce qu'on peut arrêter si on a trop de douleur, de souffrance? Il s'agit de différentes façons d'utiliser les FUDEX. Les FUDEX, normalement, moi, ce que je dis aux patients, utilisez-les pendant 2 semaines à 2 fois par jour. Prenez un break d'une semaine ou 2, puis après ça, refaites en 2 semaines. Il faut que ça soit tolérable. Parce qu'un mois en ligne, là, je peux vous dire, ça décape le capot, pas à peu près. C'est assez difficile. L'autre chose qu'on peut faire, on peut mettre un onguent aussi de protection. Moi, je donne du fusidin. C'est plus l'effet onguent. C'est anti-bactérien aussi, mais ça va empêcher que l'oxygène de l'air vienne oxyder
la zone inflammatoire et réduire un peu la douleur. La vaseline pourrait faire aussi. Okay? Si on n'a pas d'infection. L'Efudex, par contre, dans les années à venir, dans l'article qu'on va vous remettre, là, il fait partie moins des choix. Okay? Picato, c'est le traitement de 2 à 3 jours, puis à 15 jours, tout est guéri. Alors, si le patient panique, c'est entre le 4e et 8e jour, puis normalement, il ne paniquera pas trop longtemps, ça va assez bien. Okay? Aldara, c'est 2 fois par semaine pendant 16 semaines, ou en Europe, c'est 3 fois par semaine pour 1 mois. On a les meilleurs résultats, par contre, avec l'Aldara comparé aux autres. Sauf que c'est pas facile non plus à tolérer et à vivre avec ça. Mais l'Aldara 5%, ou 3,75 sur le visage, là, ça donne un bon résultat, mais il faut être patient, pas à peu près, mettre ça 16 semaines, c'est très difficile. C'est un peu des contraintes, parmi les contraintes qu'on éprouve. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, oui. Un petit peu en dehors de ça, avez-vous des données sur les traitements de lumière pulsée? Des traitements de lumière pulsée, ouais, pour la kératose actinique? Non, mais je parle des gens qui font lumière pulsée. J'avais une patiente qui avait des petites taches pour un corps suite à ça. Alors, on demande, est-ce qu'il y a des données sur les lumières pulsées, notamment la lumière psychosolaire? Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, la lumière pulsée dans les lentilles solaires. Ça réduit l'intensité du lentigo. Moi, les lentilles, souvent, je vais mettre un petit peu d'azote liquide pour atténuer le coloris. OK? La lumière pulsée fait le même travail. Ma question, c'est parce que c'est utilisé pour l'épilation. Oui. C'est un effet négatif. Oui, oui. Tout processus inflammatoire va créer une desquamation. Si on crée une desquamation, le lentigo il est en surface. Fait que ça va desquamer les cellules de surface et puis ça va pâlir un peu la peau. Fait que tout ce qui est inflammatoire va donner une certaine réaction. Il faut y mettre de la vaseline salicylée, puis mettre ça un peu là-dessus. Ça va décaper, puis vous allez avoir la peau plus pâle après. Mais l'antigo, il va revenir. La lumière pulsée, il n'y a pas vraiment de risque majeur ou de danger avec ça. Mais, par contre, ce n'est pas une panacée, c'est-à-dire que si on a des lentigos avec des critères de possibilité de changement, ben, on ne fait rien. Ce n'est pas lumière pulsée ni quoi que ce soit. Il faut référer, il faut faire des biopsies. Oui? Quand vous détectez un mélanome, là, vous les référez où? Bon, pour les mélanomes, il y a différents types de mélanomes. OK, il faut voir. Ça dépend du stade du mélanome. Alors, moi, ma gobe, on a trouvé à peu près 46, je crois, là, depuis 2 ans. Alors, la majorité, heureusement, c'est des stades. Quand on évalue un mélanome, on prend l'indice de Clark et l'indice de Breslow. Puis après ça, on mesure le nombre de mitoses dans les cellules. Et au besoin, on va faire le ganglion sentinelle. L'indice de Clark, ça nous donne l'indice de croissance horizontale de la lésion. L'indice de Breslow, ça nous donne l'indice de croissance verticale de la lésion. L'indice de Breslow est beaucoup plus prédicteur d'un mauvais pronostic. Quand on a un mélanome avec un Breslow de moins de 2 mm, en général, le pronostic est assez bon, la survie à 5 ans est assez bonne. Dès qu'on dépasse 2 mm, les taux de survie changent dramatiquement. Alors, quand moi je fais une biopsie, on fait toujours avec xérèse, on enlève toujours 5 mm autour de la lésion, que je fais analyser au CHU, et là je regarde l'indice de Clark, Breslow, profondeur, puis l'indice métopsique, et je travaille avec Dr. Valérie Bédard, qui est un spécialiste des mélanomes sur le corps, ou Dr. Croteau, plasticien, qui va faire des zones à risque, proche des yeux, proche des lèvres, dans des endroits où on va avoir besoin d'une plastique. Et là, le patient est suivi après ça au CHU. Heureusement, la majorité que j'ai trouvée, c'est des débutants. On a eu 2 cas qui étaient des mélanomes multimétastatiques dans le vue. Et quand on regarde les statistiques aux États-Unis, on se rend compte que le nombre de mélanomes trouvés depuis 10 ans a augmenté d'à peu près 3 fois. Sauf le taux de mortalité, lui, n'a pas changé. Donc, on a une mortalité stable avec un taux de détection beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas trouvé les bons mélanomes. Les mélanomes qui vont tuer, ils tuent encore,
Et même si on enlève les mélanomes des vitesses, on ne change pas la mortalité. Donc, on n'est pas à bonne place. On n'est pas à bonne place. Mais ça ne veut pas dire de rien faire, ce que je vous dis là. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches à faire pour trouver, surtout dans le mélanome et dans les névus cytasiques, essayer de trouver, devancer la maladie de beaucoup. Puis on ne sait pas encore. Il y a beaucoup de recherches, mais on a beaucoup de problèmes actuellement. J'avais une autre question. Oui. Il me semble que j'ai vu dernièrement que la région de l'Estrie Oui. est la région la plus touchée par les cancers de la peau. Est-ce que je me trompe? Alors, madame nous demande, suite à un article publié dans c'est le Reflet, je crois, ou il y a un article que j'ai collé dans mon bureau d'ailleurs, alors sur le nombre de mélanomes en Estrie qui est plus élevé. Okay? Je vais vous donner une réponse d'épidémiologie. OK? Il n'y a pas de raison que, sur le plan biologique, la région de Magog soit différente de la région, par exemple, du lac Témiscouata. Il n'y a pas de raison formelle. Sur le plan épidémiologique, par contre, on a beaucoup de gens qui viennent rester ici à la fin de leur vie, en retraite, des gens aisés qui ont été dans le sud à tour de bras et qui ont été très exposés au soleil. Si on regarde la dose de soleil total d'une vie, les gens qui sont dans l'Estrie ont beaucoup plus d'exposition, de dose totale de soleil que les gens de beaucoup de régions ailleurs. À mon avis, c'est le facteur déterminant. C'est le facteur déterminant. C'est pas parce que l'Estrie crée le cancer, c'est des gens qui sont aisés et qui ont été très exposés bien. C'est le cancer qui court après nous autres. Bon. Ce ne sera pas long, je vais venir ici. Alors, je vous ai donné un petit texte. OK? Le texte n'a pas la forme de la présentation. C'est voulu. OK? Parce que c'est mon petit côté journaliste, ça. Je me suis amusé. Je vous ai donné une petite référence sur le Salisbury, hein, qui est un navire anglais. Et quand on lit ça au départ, voyez-vous, parce que j'ai mis la citation de Montaigne qui va être intéressante, mais Charles Lynn, et puis c'est un cas très intéressant en épidémiologie parce qu'il avait trouvé la solution du scorbut. Les Français l'avaient trouvé bien avant, quand Jacques Cartier avait écouté les Indiens, mais les Anglais n'avaient pas écouté les Indiens, ils n'ont pas lu le carnet de Jacques Cartier. Alors, il avait fait une étude très intéressante sur 12 sujets qui prenaient du citron et de l'extrait d'orange. Ils n'ont pas lu le scorbut, puis il a comparé à 12 autres qui ne l'avaient pas, dont 6 sont morts. Il est allé déposer ça à l'amiral, qui était à bord du bateau, et il a mis ça sur le comptoir. Ça a pris 50 ans avant que l'armée anglaise applique ses recommandations. OK? C'est la même situation aujourd'hui. OK? Une connaissance même certaine n'est crédible que si elle respecte les valeurs du moment. Le ministre Couillard, on lui a demandé il y a 15 ans de bannir, de fermer les salons de bronzage. Ça a passé de là, ça a traversé 10 ans. Zéro. Le gouvernement n'a rien fait puisque c'était une dimension économique. Dramatique. L'évident est évident que pour ceux qui veulent bien le reconnaître, la pollution actuellement en Alberta va créer des trous dans la couche d'ozone de façon phénoménale. On va accentuer l'indice UV et on va faire face à des cancers qui sont épouvantables dans quelques années. Alors donc, ce qui est évident pour nous n'est pas nécessairement évident pour tous. Alors, je vais vous amener donc dans l'univers de la kératose actinique de façon plus précise. Alors donc, ça, vous savez ça, vous savez ça. Alors, c'est bien, on va passer au travers de ça. Alors, quel est le lien entre la kératose actinique et le cancer de peau non mélanique? On sait actuellement, de façon formelle, avec les études biologiques, qu'il y a un lien entre la kératose actinique et un cancer non mélanique, qui est le carcinome épidermoïde. Les liens avec le vasosolaire n'ont pas été faits. Les antécédents de cancer de la peau ou autres sont associés à quel type de cancer? On va le voir. Donc, la kératose actinique, c'est une lésion précancéreuse. Elle peut devenir un carcinome épidermoïde, j'aime pas spineux, mais ça peut devenir un carcinome épidermoïde in situ, qu'on appelle maladie de Bowen, et qui est quand même le cancer extrêmement fréquent. Alors, on voit aussi les autres types de cancers. Donc, les lésions de kératose actinique sont souvent localisées les unes à côté des autres, et les régions les plus atteintes, c'est les deux tempes, le front, okay, le pourtour du nez, le pourtour des lunettes.
Okay? Ça, c'est les zones cancérigènes. On parle de A, okay, ou de H. Okay? C'est les zones très exposées. Quand on a un costume de bain, vous remarquez que la ligne du costume de bain qui est brûlée d'ailleurs. C'est la réflexion du soleil à cet endroit. La bronzure des cheveux fait exactement le même effet. Vous allez plus brûler juste sur la ligne des cheveux que plus au centre. Donc, les cancers vont se situer sur la ligne des cheveux. S'il n'y a pas de cheveux, ça va aller sur le cuir chevelu. Alors, on voit ici donc une zone de kératose actinique active, okay, sur le bord du nez, ici, le nez. On voit une zone inflammatoire avec des petites croûtes blanchâtres en surface ici. Alors, l'évolution des kératoses actiniques, c'est difficile à prévoir. Les études épidémiologiques nous montrent qu'il y a un certain nombre qui vont régresser spontanément, il y a un certain nombre qui vont évoluer vers le cancer, il y a un certain nombre qui vont rester stables plusieurs années sans changer. On ne sait pas pourquoi. C'est un peu particulier. Mais on sait que quand on regarde à l'inverse, qu'il y a 40 à 80% des patients qui ont un carcinome épidermoïde qui avaient des kératoses actiniques sur le site. Donc, il y a vraiment un lien entre les deux. Okay, les lésions qui régressent vont réapparaître 32% dans l'année et 92% dans les 5 années subséquentes. Alors moi, je vois les patients à peu près aux 6 mois, okay, parce que je suis sûr qu'on ne pas trop en manquer. Surtout, plus il y a de lésions suivies de 3 mois ou 4 mois. Alors, les facteurs de risque qui vont accroître le risque de développement des patients, puis quel type de questions on devrait poser. Alors, les facteurs de risque qui sont susceptibles de créer des problèmes, les hommes ont un peu plus de problèmes. Beaucoup d'hommes ont travaillé plus à l'extérieur, travaillant de la construction, travaillant des fermes, etc. Donc, plus exposés. Les cheveux roux ou blonds, c'est sûr que c'est un facteur. Le fait d'avoir les yeux clairs est associé. La peau claire, l'âge plus avancé. Hein, on voit beaucoup de lésions après 50 ans. Mais on en voit de plus en plus chez les gens de 20 à 50 ans. J'ai opéré une patiente vendredi, il y a 2 semaines, 31 ans, carcinome épidermoïde dans l'épaule. D'emblée, j'ai jamais vu ça. Quand je l'ai vu, il était déjà cancéreux. Femme de 31 ans. C'est très, très rare. Donc, on commence à voir chez les jeunes des lésions de plus en plus précoces. Alors ici, les facteurs de risque, comme je reviens tantôt, ça c'est l'échelle des anglo-saxons. Ils vont de 1 à 6 aux autres. Okay? J'aime mieux la grille que je vais donner qui va de 0 à 6 parce qu'elle tient compte des albinos qui sont classés dans une catégorie à part. Alors, on vise surtout les niveaux dans votre cahier, vous autres, c'est de 0 à 4 ou 1, 2, 3, 4. On se rappelle que les Noirs ont une protection de 60 d'emblée. Les Latino-Américains ont une protection d'à peu près 30 d'emblée. Okay? Et nous, on n'a pas ce privilège. Les facteurs de risque, donc, c'est l'exposition intense et répétée au niveau du soleil. Les gens qui brûlent facilement, les antécédents de coups de soleil graves. Les antécédents de coups de soleil graves dans le jeune âge sont en lien avec le vasocellulaire subséquent, sont en lien avec les mélanomes. De quelle façon, on ne sait pas trop. On sait que des coups de soleil jeunes, OK, je veux dire entre 0 et 10 ans, vont être en lien avec des vasos ou des mélanomes. Non pas avec les carcinomes épidermoïdes. Un peu étrange. Alors, l'utilisation des lits de bronzage, des lampes solaires, c'est une catastrophe. Les vacances au soleil, c'est très particulier. J'ai vu un patient l'autre fois qui a travaillé dans l'assurance, il était toujours soit dans son auto, soit dans la maison. Il a pris sa retraite. Gentleman farmer, il est dehors tout le temps. Il n'y a aucune kératose actinique il y a 2 ans. Il y a un champ de cancérisation et début de cancer génétique. Donc, une peau qui n'a pas été préparée, qui n'a pas jamais été exposée au soleil, qu'on expose de façon brutale, répétée, c'est un risque énorme. Vous calculez que les peaux blanches, on vivait dans le nordique, et depuis 1 million d'années, notre peau s'est adaptée à un contexte, un environnement particulier. Et ces adaptations-là se font tellement lentement, et les changements qu'on subit aujourd'hui, avec l'augmentation des UV et tout, sont tellement rapides que la peau n'aura pas le temps de s'adapter. Oui? Pardon? Auto-bronzant? Non, c'est pas une façon de se protéger. Faut réaliser, même de se préparer, parce que le mélanocyte, le travail du mélanocyte, c'est que c'est une cellule qui accueille les rayons du soleil, elle va faire une interprétation de ce qui rentre comme rayon de soleil, et elle va sécréter des mélanosomes en fonction de l'intensité de la lumière qui est reçue.
Quand on met de l'autobronzant, on vient stimuler les cellules à sécréter des mélanosomes, mais pas en lien avec une réalité. Il n'y a pas de réalité qui est attachée à ça. Alors, le lien, c'est une protection réelle, j'en doute, parce que la peau est, c'est pas un facteur réel. Le facteur de stimulation ne correspond pas à la réalité auquel on va faire face par la suite. Et d'ailleurs, dans les taux de cancer subséquents, les études que j'ai faites, les autobronzants, ça ne protège pas du tout. Excellente question. Alors, donc les métiers extérieurs, etc. Puis il y a des photothérapies aussi que les patients vont recevoir, comme pour le psoriasis. C'est sûr qu'on réfère les patients au CHU pour du psoriasis très étendu. Ils vont prendre du psoralen, ils vont avoir du PUVA. Ils sont beaucoup plus à risque, ces patients-là, effectivement, d'avoir des cancers. Quand on a déjà eu une kératose actinique, ben, on est plus à risque, effectivement, d'avoir du cancer. Alors, les signes cliniques d'agression solaire, on parlait d'élastose. On voit tous les plis cutanés accentués. La peau a perdu son élasticité. Et puis, ça donne les chiens entre vos peaux, là, on commence à avoir des saillies trop forts. Hein? C'est trop fort, là. On va baisser un petit peu. Les rides sont plus marquées. Alors, donc, ici, des lentigines solaires, donc les petits points bruns qui apparaissent sur les mains, très fréquents, hein, liés au sommeil. Des téléangiectasies faciales, donc des petits vaisseaux qui sont au centre. Ici, ça, c'est une rosacée érythémato-téléangiectasique de stade 2. Donc, ça, on peut faire du laser, par exemple, pour améliorer ça. Puis, c'est très sensible au soleil. Alors, quels sont les signes cliniques des lésions de kératose actinique visible? Et comment saurez-vous s'il y a des lésions de kératose actinique non visibles dans le champ? Alors, les lésions visibles et décelables, ben, c'est la rougeur. Puis, ce que je dis aux patients, si vous touchez la peau et c'est rugueux, là, c'est une kératose actinique, ça prend du contact. Sinon, déjà une, là, il sent une rugosité salée, je prends du contact. Je prends ma loupe à ce moment-là, je regarde, puis effectivement, il y a une petite rougeur, il y a des choses. Donc, rugueux, quelqu'un qui a déjà une kératose actinique, c'est certain qu'il se passe de quoi. Alors, en général, ça mesure moins d'1 centimètre. Les lésions non visibles et non perceptibles, donc subcliniques, ils surviennent jusqu'à 10 fois plus souvent que les lésions visibles, surtout sur les peaux endommagées. Dès que vous avez une lésion de kératose actinique, il y en a sûrement d'autres. S'ils ne sont pas là, ils s'en viennent. Donc, il faut revoir le patient. OK? Puis 80% des lésions kératose actinique se trouvent dans les lésions exposées, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, le bord des oreilles, le centre du visage, le dessus de la tête, ici, le genre pas de cheveux. Alors, les signes cliniques, alors, il faut rechercher d'autres lésions, là, malheureusement. Moi, je ne vois pas bien, je voyais bien, mais c'est pas clair, ça. Alors, il est souvent plus facile de sentir les lésions que de les voir, effectivement. Comme ici, on voit des petites hyperkératoses sur la main. C'est très rugueux au toucher, c'est comme du papier sablé. Puis vous voyez la rougeur qui est en dessous. Rougeur kératose actinique débutante, hyperkératose débutante, hyperkératose débutante, lésion très inflammatoire ici avec un pourtour un peu irrégulier, ici très inflammatoire, hyperkératose. Parfois, vous allez voir, l'hyperkératose, c'est la corde, c'est épais. En dessous de la corde, là est le problème. Plus la corde est épaisse, plus elle croît rapidement. Il y a un cancer la plupart du temps en dessous de l'horizon. Donc la corde cutanée, c'est vraiment important. Alors, c'est des squames qui sont adhérentes. Le plus souvent, sont de petites dimensions. OK? Puis, beaucoup de patients ne s'en plaindront pas et ils n'auront pas de problème. Alors, le kératose actinique, voyez-vous, vous avez une lésion hyperkératotique ici. Regardez les lésions. Une lésion. Champ de cancérisation. Lésion isolée ici à la joue. OK? Petit pourtour rougeâtre. Une petite hyperkératose au centre. Petite hyperkératose au centre. Donc, kératose actinique. Alors, ici, on a une lésion autour de la lèvre. OK, là, c'est valable parce qu'il y a eu la cryo, puis ça a donné cet aspect-là, mais c'est toujours à la bordure de la lèvre, entre la muqueuse et la peau. C'est la jonction entre les deux. Et quand la jonction entre les deux, c'est moins clair, la démarcation est floue, hop, chylite. C'est une chylite qui commence. Puis quand ça commence à être rugueux, chylite actinique. OK? Parce que la démarcation de la lèvre et de la peau, c'est supposé être clair, clean cut. C'est pas clean cut, problème. Excusez. Alors ici, on avait donc sur l'oreille, pavillon de l'oreille. 20 à 30% des patients chez qui je découvre des cancers, c'est des pavillons des oreilles. Et souvent la partie là, supérieure du pavillon ou postérieure du pavillon.
avec des lésions hyperkératitiques comme ça. Puis si on enlève la croûte, on se rend compte que la rougeur est en dessous. Ici, on a une lésion relativement volumineuse. OK, le pourtour est surélevé, le centre est un peu abaissé. Ça sent pas bon. Hein? Cancer probable. Bon, on voit ici une lésion très inflammatoire, ici aussi. Hein? Ici, même chose, lésion très inflammatoire, dans le creux de l'oreille, voyez-vous. Alors ça, c'est une lésion que je fais une biopsie. Un site inhabituel, légèrement surélevé, très inflammatoire. Il y a de la fibrilline à l'intérieur. On est proche d'une lésion cancéreuse. Alors ici, ça, c'est maladie de Bowen, ici. La maladie de Bowen, c'est un carcinome épidermoïde in situ, donc c'est le départ de la lésion. Ça, ici, c'est un basocellulaire, mais c'est pas clair. Et puis ça, c'est un carcinome épidermoïde invasif. Puis il y a une kératose actinique ici, sur-dessus. Alors ici, on a une lésion qui est surélevée. On a au centre un amas de kératine et on veut ça d'un kératoécanthome. Kératoécanthome, c'est une lésion très ferme, très dure, qui pousse très, très, très vite. OK? Ça se confond avec un vasocellulaire, mais c'est un kératoécanthome. C'est rare. OK? Ici, on a une kératose actinique pigmentaire. Il y a des squames blanchâtres en surface de la peau, mais c'est brunâtre. C'est un peu l'air inhabituel. OK? Et ici, on voit une lésion brunâtre, irrégulière. Ici, c'est très foncé. C'est l'antigo que je vous disais tantôt qui est devenu malin. Donc ça, c'est un début de mélanome. On a ici donc des lentigos solaires sur la face dorsale de la main. Il n'y a pas de lésion inquiétante. Verrue vulgaire. OK, nos trois petits critères de tantôt. Donc, on a des microtrombies au centre, on a d'hyperkératose. Si on regarde à la loupe, on a des plis cutanées qui sont rupturés. Ici, on a des kératoses séborrhéiques, donc c'est des lésions brunâtres. Tout ce qui est brunâtre n'est pas mélanome. C'est des plaques qu'on voit souvent dans le dos. Les patients sont farcis de ça. Les patients qui prennent du Coumadin, de l'aspirine, la plupart des médicaments pour le diabète, l'hypertension, on va donner des kératoses séborrhéiques énormes. Il y en a plein, 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 plein. Les patients, souvent, n'en avaient pas. J'ai recommencé mon Coumadin depuis 6 mois, puis j'ai commencé ces plaques brunes-là, c'est plate. Kératose séborrhéique. Pas dangereux, c'est achalant. On a une lésion un peu bleutée hein, sur la lèvre. Hein, c'est un lichen plat. On va voir ça chez les gens qui ont des HIV habituellement. Ici, on a des lésions micro-ulcérées diffuses avec une rougeur diffuse. Ça, c'est un lupus discoïde, c'est rare, mais l'idée, c'est de dire toujours penser rougeur sur les lèvres, il faut penser à du lupus. C'est les gens qui ont d'autres symptômes de toute façon. Alors, quelle est la justification d'un traitement médical immédiat dans la kératose actinique? C'est d'empêcher, de retarder l'évolution en carcinome épidermoïde. C'est vraiment ça l'objectif. Alors, le champ de cancérisation, il entoure les lésions cliniques, puis normalement, à 1 cm autour de la lésion, il y a des lésions qui se préparent. Donc, si on met du Picato, de l'Effudex, Aldara, Ziclara, on traite la région, puis on traite une zone au pourtour. OK? Puis l'histopathologie va se retrouver aussi autour de lésions. Alors, les lésions subcliniques, on ne les voit pas nécessairement, mais quand on a des lésions en préparation, comme ici dans le creux de la peau, c'est des lésions qui ne sont pas là. Et quand la peau va croître, OK, on va les voir apparaître. Alors, souvent, moi, je vais traiter des lésions qui sont à l'extérieur, bien visibles. Le patient revient 3 mois plus tard, cette lésion est partie, mais il y a un petit frère qui a poussé à côté. Alors, c'est le processus habituel de la kératose actinique. En passant, on peut noter une réduction de 25 à 40 des kératoses actiniques si on traite avec des crèmes solaires protectrices. Quand on se protège bien, de façon régulière, qu'on fait bien la job, de 25 à 40 vont réduire en 6 mois. Donc, ça vaut la peine. Alors, c'est une maladie de champ. Alors, comment ça influence les choix de traitement? Bien, il est certain que dans... Oh, il ne veut plus, il est dans le champ. Bon, ben, voilà. Alors, donc, quand on veut traiter un champ, on va déboguer dans un heure. Je ne comprends pas comment ça fait que... OK, je l'ai. J'ai pris trop de temps, puis il n'y a pas ça. Alors, l'approche de champ, bon, c'est sûr qu'on ne sait pas quelle lésion va devenir un carcinome épidermoïde. Donc, on va aller tout les traiter pour prévenir la transformation. Et à ce moment-là, le traitement de champ, c'est vraiment l'option thérapeutique qui va être la plus recommandée. Aujourd'hui, les omnipraticiens médecins de famille ne sont pas habitués de traiter des Fudex, du
Picato, mais ils vont le devenir dans la prochaine année parce que l'accès au service est tellement difficile qu'il faut former. Okay, on va donner beaucoup de choses. Donc, vous allez voir des omnis qui vont commencer à prescrire ces traitements-là. D'accord? Et des traitements de champ. Alors, le but ultime, c'est de traiter toutes les lésions et d'améliorer la situation. Alors, tous les médecins qui savent qu'il y a un traitement de champ, ils pensent que c'est important, puis un traitement topique, c'est probablement la situation à faire, mais il faut réaliser que, je vous parlais tantôt des traitements, donc le 5FU, 2 fois par jour, pendant 2 à 4 semaines, c'est rough, puis pas à peu près. Puis c'est un traitement qui va être de moins en moins utilisé. Bon, Aldara, Ziclara, c'est quelque chose à appliquer aussi. Le Picato ici, 1 fois par jour, 3 jours. L'énorme avantage, c'est la courte durée de traitement. Ça, c'est intéressant. Le coût, c'est pas intéressant. Le coût est très élevé. Puis les patients, la barrière du coût est une barrière importante. Bon. Et on va voir tantôt quelle est l'efficacité comparative de toutes ces modalités-là. Alors, excusez-moi. Alors, les traitements dirigés sur les lésions. Si j'ai 1 ou 2 lésions, je vais faire de la cryothérapie. Okay? 60% des patients jouant en kératose actinique, je fais de la cryothérapie. C'est des lésions isolées. Des lésions hyperkératotiques, ceux qui ont de la côte épaisse, je vais traiter de l'azote. Puis quand je vois le lit de la lésion, on fait soit une biopsie, soit on va envisager une autre modalité thérapeutique. Donc les lésions isolées, on va les traiter comme ça. Et on va voir aussi les traitements topiques. Il faut vraiment qu'il y ait une application judicieuse. Ce qui s'en vient, c'est l'association de cryothérapie avec une autre modalité thérapeutique. C'est ce qui donne les meilleurs résultats. Dans l'alternance Picato-cryo, on augmente de façon significative l'efficacité. On passe de 45 à 60% d'efficacité. C'est très intéressant. C'est valable pour Aldava, c'est valable pour les autres modalités. L'électrodessiccation, on fait moins ça. On va enlever carrément la lésion par chirurgie. Puis si on a l'électrodessiccation seule, si on n'a pas la patho pour venir nous appuyer, c'est dangereux. Exérèse, curtage, on en fait beaucoup. Puis on va les utiliser là, pour les tumeurs bien délimitées, non invasives. Bon, la galvano-cautérisation, c'est peu utilisé au Québec. Cryo et au curtage, on va traitement, donc on va suivre chacun. Donc on va faire soit du 5FU, on suit par cryo, comme je viens de vous mentionner, ou cryo avec l'utilisation soit de Picato, soit d'Aldara. Les préoccupations au niveau des réactions cutanées. Dans le 5FU, beaucoup de patients ne veulent plus en reprendre parce que si on suit ça à la lettre, ça brûle, ça chauffe, c'est quelque chose. Un peu la même chose avec l'Aldara. C'est impressionnant des fois les réactions qu'on a, c'est très très important. Les répits, comme Madame me suggérait, dans ce temps-là, je me dis, parce qu'il n'y a pas d'argent, si c'est un traitement plus cher, on fait des pauses. Donc, on va faire des pauses. On dit, bon, 1 semaine, 2 semaines, on fait une pause, puis on revoit, puis on y va par la suite. Mais on essaie de continuer le traitement le plus possible. Alors, il y a des érythèmes. On voit la rougeur diffuse ici qui est sur la joue. C'est quand même pas pire. On voit des zones de peau qui commencent à mourir ici, à celle-là. Ça va bien. Parfois, il y a une enflure cutanée qui va se faire au site des lésions traitées. Alors, comme les facteurs, les lésions, on ne sait pas laquelle va évoluer, on va essayer de traiter. S'il y a des champs, on va traiter le champ de façon importante et les facteurs de prévention deviennent importants. On diminue les expositions, on incite les gens à se protéger activement avec toutes les modalités qu'on a dit et on essaie de les revoir de façon plus régulière. Alors ça, c'est le modèle, je vais passer là-dessus. C'est un modèle de cire qui a été fait par la compagnie pour... je vais essayer de vous montrer le personnage. Regardez, c'est le moule en cire qui a été à la fin, puis on s'en sert pour les démonstrations, parce qu'ils ont créé plein de maladies sur la peau du patient. Okay, puis on voit l'ensemble des lésions apparaître au fur et à mesure de la construction. Voilà. C'est bon. Alors, je vous remercie là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions en lien avec la kératose actinique, son traitement ou les réactions? Non, pas là. C'est trop clair? On va poser des questions au fur et à mesure. Merci beaucoup, Dr. Latulippe. C'était excessivement intéressant. Je pense que ça va changer beaucoup notre
notre façon d'approcher les patients, ça c'est sûr et certain. Donc, n'oubliez pas de remplir vos formulaires d'évaluation.